C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ici une fenêtre sur un sujet assez pointu, mais qui pourrait peut-être vous faire voir le monde sous un angle nouveau. Je veux parler du nombre d'or. Et d'emblée se pose la question de savoir si le nombre d'or est un nombre d'art. Autrement dit, s'il y a un rapport entre une proportion géométrique et une perception esthétique. Mais un nombre, c'est quelque chose d'abstrait. Alors mieux vaut l'aborder par le concret. En l'occurrence, avec des rectangles dont les dimensions font apparaître ce nombre fameux. Parmi les rectangles que je propose ici, il en est un qu'on appelle le rectangle d'or. Mais lequel? Vous l'avez peut-être deviné. C'est le rectangle 2, dont les dimensions sont conformes à l'idée du nombre d'or. Dans la vie d'aujourd'hui, certains types de rectangles sont plus courants que d'autres. Les voici. Le téléviseur, si la hauteur est 1, la largeur vaut 1,77. La photo, 1,5. Pour la feuille de papier, c'est radical 2, c'est-à-dire 1,414. Idem pour A1, A2, A3, A4, etc. Et enfin, la carte de crédit ou de débit, 1 d'un côté, 1,618 de l'autre. Le rectangle d'or. Et assez curieusement, dans notre société de consommation, c'est le format du rectangle d'or qui était choisi pour toutes nos cartes de crédit et de débit. On l'a même adopté pour nos cartes d'identité. Le saviez-vous? En termes strictement mathématiques, le nombre d'or, c'est 1 plus radical 5 le tout sur 2, soit 1,618. On le représente par phi, la lettre grecque. En réalité, le nombre d'or exprime un rapport arithmétique entre deux grandeurs, 1 et 1,618. Une proportion idéale, peut-être. Nous allons maintenant le construire et le visualiser. Accrochez-vous. On part d'un carré, ici ABCD, dont le côté mesurait 1. On divise ce côté, ici AD, en deux parties, pour définir un point milieu, le point O. Avec un compas centré sur O, on décrit l'arc de cercle CF. F se trouvant dans le prolongement de AD. Du point F, on trace la parallèle à CD. Le rectangle d'or est construit. C'est la figure ABEF. Il s'agit maintenant de mesurer avec exactitude la longueur de ce rectangle. Si je considère le triangle OCD et que j'applique le théorème de Pythagore, cela donne en chiffres OC carré égale 1 au carré plus 1 demi au carré, c'est-à-dire un quart, total 5 quarts. J'extrais la racine carrée, ce qui donne OC égale racine de 5 sur 2. Or, OC égale OF. Et donc la longueur AF égale AO 1 demi plus OF radical 5 sur 2 égale 1 plus radical 5 sur 2. Le nombre d'or est un nombre très original, parce que le nombre d'or au carré est égal au nombre d'or plus 1. Et l'inverse du nombre d'or est égal au nombre d'or moins 1. Le nombre d'or peut être approché par la suite de Fibonacci, un mathématicien italien du XIIIe siècle. Fibonacci est un surnom. On devrait plutôt parler de Léonard de Pise. Ce garçon était féru de curiosité mathématique. Il s'est notamment intéressé à la cadence de prolifération des lapins, en tenant compte du fait, évidemment, que les enfants lapins deviennent vite parents lapins. Sans entrer dans le détail des calculs, Fibonacci a montré que la reproduction des lapins suivait une progression telle que chaque nombre était l'addition cumulée des nombres de base qui le précèdent. Ce qui donne pour le premier mois 1, le deuxième 2, le troisième 3, le quatrième 5, le cinquième 8, le sixième 13.
Par-delà l'exemple concret des lapins, Fibonacci a fondé une séquence mathématique par addition successive dont les premiers nombres sont 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Elle figure ci-dessous. Mais l'intérêt de la suite de Fibonacci, c'est qu'elle permet d'approcher de plus en plus près la valeur réelle du nombre d'or. En effet, plus les additions se succèdent, s'accumulent, plus le résultat de la division d'un nombre par celui qui le précède fournit un résultat précis qui correspond au nombre d'or. La division de 610 par 377 est très éloquente à cet égard. Plus fort que cela, chacun peut jouer à Fibonacci. Il suffit de choisir deux nombres quelconques, non nuls évidemment, et commencer à les additionner en cascade. J'ai choisi pour ma part 7 et 17 comme nombre de base, ce qui donne 7 plus 17 égale 24, 17 plus 24 égale 41, 24 plus 41 égale 65, et ainsi de suite. Ainsi, j'ai créé une suite de Fibonacci. Et l'on observe que, comme par magie, après une bonne dizaine d'additions successives, si je divise le plus grand nombre obtenu par celui qui le précède immédiatement, je trouverai immanquablement 1,618, le nombre d'or. Ici, 725 divisé par 448. Et cela marche quels que soient les deux nombres de base. Faites l'expérience, c'est bluffant. Mais où donc va-t-on rencontrer le nombre d'or? Il se trouve en géométrie bien sûr, mais également dans le monde végétal, dans le corps humain et dans l'art. Je vous laisse lire. Dans les figures géométriques, à commencer par le rectangle d'or. Je le remontre ici pour celles et ceux qui avaient été distraits précédemment. Et pour ceux et celles qui désirent exercer leur mémoire, je propose ici le nombre d'or avec 30 décimales, à consommer avec modération. Ce rectangle d'or inspirait aussi les architectes et les maçons, eux qui s'en sont inspirés pour dessiner les fenêtres de ma maison. Après le rectangle, le triangle d'or. Ce triangle n'existe que dans deux configurations. Il s'agit de triangles isocèles dont le plus grand côté divisé par le plus petit donne 1,618. Comme la somme des angles intérieurs d'un triangle s'élève à 180 degrés, dans l'un, deux angles de 36 degrés sont complétés par un angle de 108 degrés. Dans l'autre, les deux angles de 72 degrés sont complétés par un angle de 36 degrés. Dans le rectangle blanc, on retrouve un grand triangle d'or composé lui-même des deux versions du triangle d'or. Progressons encore et considérons la somme des angles intérieurs de figures à 3, 4 et 5 côtés. 180 degrés, 360 degrés, 540 degrés pour le pentagone. Lorsque l'on trace les diagonales d'un pentagone régulier, on fait apparaître de très nombreux triangles d'or. Et à partir de là, on comprend, regardez ces triangles isocèles, que le rapport entre une diagonale et le côté du pentagone est égal à
1,618. Pour en finir avec la géométrie, je vous propose le dodécaèdre, un solide qui s'articule sur 12 pentagones réguliers. Pour le construire, on dispose 3 rectangles d'or qui se coupent à angle droit. Si on considère les coins de ces 3 rectangles, on compte 12 points. Et ces 12 points vont servir de centre à 12 pentagones. Regardez bien. Ce magnifique dodécaèdre a été créé et déposé au centre d'un rond-point. Étant donné qu'il est toujours difficile de concevoir une figure en 3 dimensions, je donne un petit coup de pouce à votre imagination en isolant 3 de ces pentagones. Je vous laisse imaginer les 9 autres. Après la géométrie, allons chercher le nombre d'arts dans la nature, en l'occurrence dans le monde végétal. Si l'on veut bien observer les pétales des espèces florales les plus répandues, remarque que leur nombre correspond à un nombre puisé dans la suite de Fibonacci. Avec dans cette majorité un nombre impressionnant de fleurs comportant 5 pétales. Je vous en donne une liste édifiante. Et l'on remarque aussi que les fleurs à 4, 6, 9 et 12 pétales sont relativement minoritaires. Si vous avez bien suivi, voici des fleurs dont le nombre de pétales appartient à la suite de Fibonacci. De même, ces tournesols à des stades différents de maturité, 21, 34, 55. Et voici donc quelques fleurs à 5 pétales parmi les plus connues. Quand on y regarde bien, les fleurs pentamères à 5 pétales s'inscrivent facilement dans un pentagone régulier. Les pentagones apparaissent aussi dans le rayon fruits et légumes, tomates, salades et pommes. Si on coupe celle-ci à l'équateur, on remarque immédiatement les 5 loges réservées aux pépins. Enchaînant avec cette pomme et le nombre 5, la fleur du pommier a 5 pétales et la pomme a 5 compartiments de graines. On peut lire quelque part sur Internet, personne ne connaît le pourquoi excepté Dieu. Nous voilà bien avancés. Sans doute que Google n'a pas intégré tout le savoir de Léonard de Vinci, qui, lui, avait observé déjà que chaque bourgeon surgissait par rapport au précédent selon un angle constant. Et cet angle constant dont parlait Léonard a été identifié avec précision. Il vaut 137,5 degrés et se lit aisément dans l'ordre d'éclosion des bourgeons d'une feuille de chêne. Après le départ du premier, le deuxième bourgeon va se positionner dans une direction qui s'en éloigne selon un angle de 137,5 degrés. Le troisième bourgeon fera de même par rapport au deuxième, et ainsi de suite. 137,5 degrés, ce n'est pas un nombre tombé du ciel par hasard. Il suffit pour l'expliquer de diviser, selon la proportion d'Euclide, le périmètre d'une circonférence. La portion balayée par l'angle de 137,5 degrés vaut 1, tandis que la portion restante vaut 1,618. C'est
Petite explication. Au sommet d'une tige se déploie le méristème. Du centre de ce méristème, des bourgeons embryonnaires naissent et vont migrer vers la périphérie. Après le départ du bourgeon embryonnaire numéro 1, le deuxième va rejoindre la périphérie en s'éloignant le plus possible du premier, pour bénéficier naturellement d'un maximum de lumière, d'air et de pluie éventuellement. Dans notre cas précis, l'embryon numéro 2 va trouver sa position idéale à 180 degrés de l'embryon 1. C'est dans cette position que chacun des deux peut le mieux s'épanouir sans être gêné par l'autre. Ce comportement des embryons n'est nullement inscrit dans le patrimoine génétique de la fleur, il répond seulement à une dynamique de croissance. Si le nombre de bourgeons embryonnaires va croissant, ceux-ci naissent et surviennent à une cadence régulière. Le premier, pour échapper à ses poursuivants, 2, 3, 4 et 5, prend place à 137,5 degrés par rapport au point zéro de la circonférence. Le deuxième va se situer à 275 degrés, c'est-à-dire 2 fois 137,5, par rapport à l'origine de la circonférence, et ainsi de suite, par bond de 137,5 degrés. Pour illustrer plus encore ce processus, je vous présente une image qui montre bien que, lorsque chaque embryon s'est empressé de devenir feuille, peu de place est laissée à celui qui voudrait être le sixième. Les 5 premiers ont pris possession de tout l'espace. Le sixième a rarement voix au chapitre. Si les fleurs à 5 pétales sont si nombreuses, c'est surtout parce que leur épanouissement survient très rapidement. Mais quand l'éclosion de certains bourgeons requiert plus de temps, on va largement dépasser le chiffre 5. Dans ce cas, on peut se demander quel est l'angle qui permet à un maximum de bourgeons de s'épanouir. La réponse est encore 137,5 degrés. Voici des schémas très éclairants. Cet angle d'or de 137,5 degrés est celui qui offre les plus larges possibilités aux embryons d'accéder à la vie. Dès que l'angle est légèrement différent, les possibilités se réduisent, comme vous le voyez très bien sur le dessin. Ici, vous pouvez voir qu'un épanouissement lent rime avec puissance créatrice, si j'ose dire. On découvre ainsi les vertus démocratiques de l'angle d'or. Il y a de la place pour tout le monde. Dans cette plante grasse, par exemple, on observe que chaque élément a l'occasion, vu sa position, d'avoir accès à la vie. Parce que chaque feuille accorde de l'espace à sa voisine et lui fait le minimum d'ombre. Pour illustrer concrètement ce que vous venez de voir, je vous propose de regarder la structure de la pomme de pin et du tournesol. Voici une autre pomme de pin, plus inclinée encore que la tour de Pise, mais qui permet déjà d'apercevoir dans la disposition de ses écailles une certaine structure mathématique.
Ici enfin, on peut procéder au comptage précis de ces structures spiralées. Et qu'observe-t-on? Que la pomme de pin affiche 8 spirales dans le sens horaire, c'est-à-dire des aiguilles d'une montre, et 13 spirales dans le sens anti-horaire. Et si vous avez bonne mémoire, 8 et 13 sont deux nombres consécutifs dans la suite de Fibonacci. Après la pomme de pin, le tournesol. Un tournesol visité par une petite bestiole, mais qui n'obstrue pas la structure que nous voulons observer. Agrandissons. Que voyons-nous ici? 34 spirales dans le sens horaire, 55 dans le sens anti-horaire. Vous l'avez bien compris, ces deux nombres sont consécutifs dans la suite de Fibonacci. Et maintenant, pour le plaisir, le chou romanesco, le légume le plus beau de toute la création. Un légume qui se situe à mi-chemin entre le chou-fleur et le brocoli, tant par le dessin que par la saveur. Vous noterez aussi la particularité de ce légume. Chaque fleurette du chou romanesco est semblable au chou romanesco tout entier. Celui-ci incarne magnifiquement le principe d'autosimilarité, c'est ce qu'on appelle un objet fractal. Ici aussi, le nombre de spirales s'inscrit dans la suite de Fibonacci. Si certains mettent trop facilement le nombre d'or à toutes les sauces, c'est certainement en botanique qu'il se manifeste avec le plus de pertinence. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie intitulée Le nombre d'or pour les non nuls 2. Il y sera question du nombre d'or dans le corps humain et dans les œuvres d'art. À bientôt.